Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Queer Afro, le podcast. Avec nous, une nouvelle invitée. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis en compagnie de Elsie. Salut Elsie. Salut Gaëlle. Bonsoir à tous. Et je crois qu'il est temps de dire peut-être bonsoir à notre invité également. Salut. Bonsoir. Bonsoir, cher invité. Quel prénom aimerais-tu utiliser tout au long de ce podcast? Je vais prendre le raccourci de mon prénom originel qui est Samy. Comment souhaiterais-tu être identifié? Je ne suis pas de celle qui insulte l'intelligence du Tout-Puissant, je suis elle. Dans le sigle LGBTQI+, à quelle lettre t'identifies-tu? D'abord le L majuscule et peut-être un plus avec du piment. Ok. Alors, Samy, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? D'où est-ce que tu viens? Ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? Samy a 34 ans bientôt. Je viens du Cameroun où je réside actuellement. Je suis consultante en sciences politiques et enseignante. Qu'est-ce que l'homosexualité pour toi, Samy? Pour moi, c'est le fait d'être attiré charnellement, sexuellement et même émotionnellement par une personne du même sexe que soi-même. Te définis-tu comme homosexuel? S'il y avait un étendard qu'on pourrait porter, ce serait moi. Alors, est-ce que tu connais la position de ton pays, du moins le pays dans lequel tu vis en ce moment, par rapport à l'homosexualité? Comment est-ce que c'est perçu? Excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est une question qui revient sans cesse dans mon questionnement personnel. Oui. Et je me permets de vous couper la parole pour répondre. Désolée. Il n'y a pas de souci. C'est très interdit. Enfin, selon la législation. Comment as-tu appris que c'était interdit? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu de tous que l'homosexualité est interdite au Cameroun? Oui, parce qu'on ne cesse de nous matraquer avec cet article en longueur de journée. Donc, je pense que qu'on soit intellectuel ou pas, on devrait quand même avoir une fois, ou peut-être plusieurs fois, entendu parler de cette interdiction-là. Et j'ai même précisé cet article qui dit que la pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. Encourt une peine de 6 mois à 5 ans de prison toute personne attrapée en flagrant délit de pratique homosexuelle. Comment est-ce que tu définis le coming out? Oui, le coming out, c'est le fait de déclarer haut et fort son orientation sexuelle. De déclarer à qui? Comme on dit souvent. Et à quel ceux qui t'entourent, à la société, à ton cadre familial, à tout ce qui veulent t'écouter. D'accord. Tu te considères comme ayant fait ton coming out ou encore dans le placard? Je n'ai pas encore fait, mais connaissant la curiosité et une certaine intelligence de mes proches, je suis sûre et je sais qu'il y a des doutes par rapport à cela, mais vu ma position sociale, et peut-être mon tempérament, jusqu'ici, personne n'a jamais eu le courage de m'affronter avec cette question. Est-ce que ça t'embêterait quand on te pose la question? Est-ce que si il te demandait ouvertement, un de tes proches, voilà, est-ce que tu es gay? Est-ce que tu le dirais voilà, ouvertement, ou est-ce que tu dirais que ça ne les regarde pas? Ça dépend de qui va me poser cette question. Parce que je suis issue d'une famille très, très, très conservatrice et qui représente une certaine autorité traditionnelle. Donc, voilà, si ce sont mes frères et sœurs, je les dis, je vais leur dire, écoutez. Et puis après. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, je vais dire après. Et après quoi? Est-ce que tu te sens confortable dans l'idée de partager la région du Cameroun dans laquelle tu viens? De l'ouest du Cameroun, du grand royaume Bamoun. D'accord. Et peut-être c'est une façon de sortir du placard comme ça. Mais si on me tape dans ma famille, vous dites d'abord, vous tirez les bouches. Je voulais savoir en fait comment tu arrives là où tu vis à entretenir des relations. Comment est-ce que tu rencontres ces personnes?
Je dis d'abord Dieu merci parce que je suis née à une époque où il y a eu un essor technologique. Il y a des rencontres physiques du tic au tac. Il y a les réseaux sociaux et il y a ensuite les sites de rencontres. Voilà. Au Cameroun, il y a des sites de rencontres? Je pense que les sites de rencontres sont universels pour la plupart. Hein? D'accord. Non, mais c'est une bonne information. Au Cameroun, c'est interdit, on est d'accord. Et tu n'es pas, à moins que j'ai mal compris, tu n'es pas encore hors du placard. Donc, comment est-ce que se font ces rencontres? Parce que j'imagine que si c'est interdit, des gens ne vont pas sur les réseaux sociaux brandir une pancarte disant, voilà, je suis tel et je suis. Tout va dans le commentaire. Vous savez, il y a des commentaires tendancieux. Et si tu es un tant soit peu intelligent, tu arrives à comprendre ce qu'une personne veut dire à travers certains mots. Par exemple, il y a des gens qui passent le temps à prôner la tolérance par rapport à ci ou par rapport à ça. Alors, il y a une certaine façon d'énoncer ses idées dans un commentaire. Ce qui fait que ça attire directement l'attention de celui qui réfléchit un peu. Et là, ça commence par hey, « Bonjour, j'ai apprécié ton commentaire, voilà. Ah oui, mais voilà. Bon, c'est vrai que voilà. Et puis basta, bon, ça va, ça continue. Et puis demain, ça devient un café. Et puis bon, après, ça sort comme ça sort. Donc, tu apprends à lire entre les lignes. Oui, bien sûr, il le faut. Il le faut dans un pays où c'est légalement interdit. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper de lecture? Quelqu'un va prôner la tolérance, vous allez aller prendre un café, mais peut-être cette personne n'est juste qu'une alliée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Déjà, quand tu acceptes mon café et je te dis tout de go ce que je suis, mais tu vas boire le café avec moi pour quelle raison? Mais après, pour m'annoncer après que tu es seulement un sympathisant du mouvement? Non. Après, je vais dire, c'est pas aussi plat, vous voyez? C'est pas oui, bonjour, ben écoute, voilà, et puis le soir, voilà un café, et puis le matin, non. Ça prend du temps. Pendant ce temps, tu essayes d'amener les mots à les poser où il faut. Certaines réponses te donnent hypothétiquement son orientation, ce qui te guide. Alors, quant à m'être déjà trompée, non. Pas parce que je suis très intelligente, mais parce que je suis chanceuse. Dans quel sens? Dans le sens où je suis très, très, très prudente. Parce que j'ai peur. Et dans cette peur-là, je ne m'avance pas généralement. La plupart de mes commentaires, c'est surtout à but comique. Dans des sujets même très, très sensibles, j'arrive à faire rire des gens. Et après, bon, ça vient inbox, ça me dit, écoute, ton commentaire, voilà. Et on crée un débat. Maintenant, ce débat inbox est plus sérieux. Si j'avais la culture typiquement camerounaise, je pense qu'il y aurait des choses que je n'aurais jamais pu faire. Mais après, quand tu considères l'âge de celui avec qui, ou bien de celle avec qui tu parles inbox, ça te donne le tonus d'amener les choses d'une manière diplomatique. Vous voyez un peu? Et puis bon, ce qui fait que j'évite de blesser l'ego de la personne qui m'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de scandales qui sont nés comme ça. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont retrouvés dans des situations terribles à cause d'un commentaire, à cause d'une phrase mal dite. Donc du coup, ça m'a fait avoir peur. Je laisse venir les choses et après, je pénètre le fruit, mais d'une certaine façon. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas du coq à l'âne. Il y a une certaine progression et une certaine maturité. Et les réponses de l'interlocutrice vont dicter ta conduite, plus ou moins. Oui, exactement. C'est un peu comme un exercice de psychologie. C'est-à-dire qu'en posant des questions banales, tu as des réponses compliquées. Comment est-ce que tu évites les pièges qui peuvent être tendus, que ce soit par des forces de l'ordre ou par des personnes qui veulent faire chanter? Comment est-ce que tu arrives à garantir ta sécurité? C'est pour ça que je dis qu'il faut être malin. Je ne m'étale pas. Jamais je ne vais dire, écoute, bonjour, voilà ci, voilà ça, et puis bam, le poteau rose est découvert. Non, c'est-à-dire que j'amène des sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs qui vont te faire sortir de ton placard, toi.
Et après, quand tu le dis, ah bon, oui, ok. Bon, de temps en temps, parce qu'il faut être sincère, hein, de temps en temps, ça ne me dérange pas aussi. Après, bon, chacun sa vie, tu vois. Ça ne me dérange pas parce que j'ai travaillé avec, je vis avec, donc j'ai pas de problème avec. Ah bon, oui, mais dans ce pays, c'est un peu compliqué, donc moi j'ai peur, voilà. Ah non, tu as aussi peur, oui, mais écoute, on va se prendre un café, hein. Il faut qu'on se prenne un café pour discuter, parce que là, sur le virtuel, ça devient très intéressant. Vous voyez un peu la démarche. Voilà. Les sites de rencontres, c'est clair et net, parce que ce sont des sites impersonnels. Dans ces sites, chacun utilise des pseudos. C'est à travers les pseudos et les conversations que tu sais qui est qui. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu es inscrite sur un site de F pour F que ça devient vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Non. Quand je vais sur des sites de rencontres, c'est d'abord par souci d'amitié. Quand je mets F pour F, c'est pour d'abord attirer l'attention des F. Parmi les F, je sélectionne celles dont les réponses me semblent à moi, et je peux me tromper, un peu réelles. Parce qu'il y a tellement de pièges, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. Après, bon, on ne va pas mourir parce que le monde s'arrête au Cameroun. Hein. Comment est-ce que tu te protèges dans le cadre? Il faut bien vous rencontrer à un moment donné. Il faut sortir de... Oui, mais Gaël, il y a un slogan présidentiel pour la campagne 2018 même passée, où on dit la force de l'expérience. La force de l'expérience, pourquoi? Oui, la force de l'expérience. Au fur et à mesure que tu touches le fer chaud, tu arrives à insensibiliser tes doigts. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui allument les lampes rouges dans ton cerveau. Et il faut être bête pour ne pas prendre ça en considération. Et moi, je le dis tout le temps, hein, même ici, même ailleurs, je dis tout le temps aux filles, faites attention. Faites très attention. C'est parce que quand vous faites rire tout le temps sur les réseaux sociaux qu'il est un ange, faites attention. Parfois, il faut même taquiner la personne. Si la personne ne s'énerve pas, non, mon frère, tu n'es pas Jésus. Non, je ne peux pas te donner une gifle pareille et puis tu ne te fâches pas. Alors là, il y a un problème. Parfois, je suis même, excusez-moi du peu, sauvage pour voir la réaction de l'autre. Quand on sait la mentalité de nos gens, c'est difficile qu'on tombe dans certains pièges. Du moins, de mon point de vue. Quelles sont les mesures de précaution que tu prends pour éviter peut-être que ce soit la police qui t'accueille à ton rendez-vous ou que ce soit un homme qui t'accueille à ton rendez-vous? Toujours arriver 1 heure avant pour observer la scène et ne pas se placer net à l'endroit de la rencontre. Toujours. Ça te permet d'avoir une vue panoramique de ce qui se passe. Dans les conversations téléphoniques, elle t'a envoyé des photos, tout ça. Donc, tu sais à quoi elle ressemble. D'ailleurs, pour être plus bandite, hein, ça je vais vous le dire. Souvent, je n'envoie pas mes photos. Hein, je n'ai jamais envoyé mes photos sur le virtuel. Jamais. Par contre, elles m'envoient leurs photos. Peut-être parce qu'elles se sentent à l'aise, je ne sais pas. Mais j'ai jamais eu de mésaventures. Voilà. D'accord. Alors moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur les rencontres physiques. Tout à l'heure, tu as parlé de rencontres physiques. Est-ce qu'il y a des endroits au Cameroun, est-ce qu'il y a des lieux, des bars où des personnes gays peuvent se rencontrer ouvertement sans souci? Oui. Je suis allée à 2 ou 3 endroits comme ça où dès que tu garais devant, c'est que tu es gay. Hein? Mais ça m'a laissé un arrière-goût parce que c'est un peu ronfou tout là-bas. Maintenant, les rencontres physiques, le sourire et les yeux ne montent pas. C'est-à-dire que c'est une appréciation, un compliment. Ah, madame, vous sentez très bon. Madame, vous avez une jolie coiffure. Quand elle se retourne, elle sourit. Le sourire ne ment pas. Quand le sourire est franc, il est sincère, il veut dire autre chose, ça ne ment pas. Ça, c'est quand tu es sorti de ces lieux de rencontre et que tu rencontres des personnes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui ne sont pas dans ces lieux-là. Ni d'Ève ni d'Adam. Qui ne sont pas dans ces lieux-là. Plusieurs fois. Ok. Le regard et le sourire. Et la façon d'accepter le compliment. Vous savez, nous sommes dans un monde de méfiance, surtout dans ce pays, le Cameroun. Tout le monde se méfie de tout le monde. Alors, quand tu apprécies une femme, je suis une femme, elle se retourne, c'est plus les soucis. Ah, ma chère, tu as tapé caillou.
Donc, et vu que tu n'es pas hors du placard, comment est-ce que tu arrives à cacher ça à tes proches? D'ailleurs, est-ce que tu vis avec tes proches? Un. De deux, est-ce que quand tu as des personnes que tu veux ramener à la maison, par exemple, comment est-ce que tu les présentes à tes proches? Et si vous devez avoir des moments intimes, comment ça se passe? Quelle est la couverture que tu as auprès de ta famille? Ma meilleure amie. Ou bien, voilà une amie de longue date que j'ai retrouvée. J'ai la chance de ce côté d'avoir une famille nucléaire très ouverte. D'ailleurs que je ne partage pas la maison avec des gens. J'aime ma maison. C'est chez nous, mais j'aime ma maison à moi. Mm-hmm. Donc, quand je ramène quelqu'un, je peux dire aux gens, mais excusez-nous, je dois travailler, puisque je travaille souvent à la maison. Mm-hmm. Donc, quand je ramène quelqu'un, je dis, écoutez, excusez-moi, je vais travailler, alors vous sortez. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être passé à un poil d'être démasqué? Je ne suis pas passée à un poil, j'ai carrément été démasquée. Et par qui? Par mon frère. Donc, D'accord. j'ai eu la chance que ce soit mon frère confident. Ça, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la présence d'esprit de lui dire la vérité. J'avais un appareil photo numérique et il rentre dans ma chambre, il prend l'appareil photo, il allait faire des photos avec ses amis, je ne sais pas quoi. Il rentre dans les photos, il trouve des photos peu catholiques, des bisous qui dépassaient un peu les normes sociétales imposées par notre tradition. Il n'est plus sorti, il m'attend dans ma chambre. Moi, je ne sais pas où je suis allée. Quand je reviens, il est assis. Il me dit, Samy? Je dis oui. Je suis ton ami? Non. Je dis, ouais, t'es mon meilleur ami. C'est ton frère? Je dis, oui, tu es mon frère. Mais pourquoi on ne se dit pas tout? Je dis, hey, on ne se dit pas tout comment? Moi, je te dis tout, hein? Il dit, non. Moi, je te dis tout, mais toi, tu ne me dis pas tout. Je dis, quoi? Il me dit, Samy, même si tu fais quoi, tu ne vas pas cesser d'être ma soeur. On est d'accord? J'ai dit, ouais, je sais. Il me dit, j'ai vu des photos dans ton appareil qui prouvent que tu me caches des choses de ta vie. Et ça m'a fait mal. Ma réaction a été les larmes. J'ai d'abord pleuré. Parce que j'ai eu toujours à penser à le lui dire. Mais je ne savais pas comment introduire le sujet. Et je lui ai dit, écoute mon frère. Il dit, oui, il y a des choses qui ne se disent pas facilement. Et je n'ai pas voulu saper l'image que tu as de moi. Non. Je sais que tu me prends un exemple partout où tu te trouves. Or, je sais aussi le regard que vous, en général, dans ma famille, vous posez sur la chose homosexuelle. On a eu des débats comme ça tout le temps. Que ça vienne de moi, ça aurait été comment? Il me dit, écoute, si c'est ça qui fait ton bonheur et ton plaisir, fais ce que tu as à faire. Je vais garder tes arrières. Même si tu trouves une femme que tu vas épouser, je vais l'épouser pour toi. C'est juste qu'aujourd'hui, la plus belle déclaration d'amour que j'ai pu recevoir de quelqu'un. Ce jour, on a pleuré comme des bébés, on s'est serrés l'un contre l'autre et on a dormi ensemble jusqu'au matin comme ça. Depuis ce jour, effectivement, il a commencé à jouer au chien de garde. Hein. À partir de ce jour, j'ai commencé à l'amener dans mes 400 coups. Hein. D'accord. C'est pas que je suis très maligne, non, c'est que j'ai la chance. J'ai la chance d'être toujours tombée au bon moment sur des bonnes choses. À quelques exceptions près, parce que les filles dérangent. Est-ce que je dois comprendre qu'il y a eu quelques mésaventures? Terrible. Tu peux nous raconter quelques-unes ou pas? J'ai fait un accident presque mortel parce que j'avais rompu avec ma fiancée de l'époque. Hein. J'étais au volant, elle était assise à côté de moi. On venait de rompre et je devais l'accompagner à l'aéroport. Et sur une côte, une petite côte comme ça, là, elle a attrapé le volant subitement. Elle a braqué vers la gauche et à la gauche, il y avait un ravin. Voilà. C'est l'une des pires choses qui me soit arrivée. Donc vous êtes retrouvés dans le ravin avec la voiture? On ne s'est pas retrouvés dans le ravin, chance, mais j'ai pu attraper le volant avec force. D'accord. Alors quand j'attrape le volant avec force, je ne sais pas par quelle alchimie, mon pied en même temps, mon pied droit appuie l'accélérateur. Donc j'avance hors devant, et un camion qui portait le bois. Et derrière, c'était une côte. Donc quand j'appuie, on cogne derrière le camion qui porte le bois de chauffe. Voilà comment je m'en sors avec multiples fractures de la hanche, du pied. Jusqu'à maintenant, je clopine un peu, mais il faut que je le dise pour qu'on sache. D'accord. Je veux savoir si tu as toujours su que tu l'étais et à quel moment est-ce que tu as pu pointer du doigt ou nommer ton orientation sexuelle? Dès mes 8 ans, aussi loin que va ma mémoire, j'imaginais
les amis de mes sœurs, toutes nues, j'imaginais leur forme. Et je vous assure, les amis de ma maman, par exemple, ça c'est l'épisode le plus flagrant qui me revient en mémoire. Il y a un moment avec une amie là qui avait des formes très très généreuses. Chaque fois qu'elle venait à la maison, je l'imaginais nue. Et là, j'avais 8 ans. Je me dis, mais la femme-ci, elle est habillée comment? Elle est habillée comme ça. Comment elle peut être nue? C'est sûr qu'elle a un corps de rêve. Waouh! D'une manière anodine, vous voyez un peu. Alors, c'est passé. C'est à 15 ans que j'ai mis un nom sur mes désirs cachés que je couvais depuis 8 ans. Parce qu'à 15 ans, il y a la puberté qui s'annonce, il y a les hormones sexuelles qui se réveillent. Quand on fait sport, par exemple, je peux m'oublier que j'ai une course 100 mètres à faire parce que je regarde les formes de ma camarade qui est à côté. Je me perds à la regarder. Et là, j'ai commencé à flirter avec les filles de mon établissement. Comment est-ce que tu mets le nom? Parce que dans nos sociétés, ce n'est pas des choses qui sont communément connues. Je vous ai tantôt dit que je viens d'une famille, bien qu'elle soit traditionnaliste, elle est aussi très, très, très ouverte et éveillée. C'est-à-dire que chez nous, tout le monde est allé à l'école, a fait des longues études et la lecture était... on pouvait ne pas manger, mais avoir des bouquins. Je me rappelle que je ne dormais pas sans lire une page de mes romans. Et j'étais très, très cultivée pour mon âge. Ça, c'était quand Internet pénétrait à peine le continent africain. Donc, j'avais la chance d'avoir à la maison un desktop. J'avais des bouquins des parents professionnellement assis. Ils avaient des livres un peu un genre là. Quand tu lis, tu comprends. Tu comprends que non, en fait, la société, contrairement à ce qu'on te dit tout le temps au village, que le vagin appartient au pénis. Mais quand tu rentres à la maison, tu voles un des journaux du père, un des journaux, autant pour moi, du père, tu te rends compte qu'en France, il y a tel couple qu'on a agressé parce qu'ils étaient ça. Donc, l'attirance que j'ai pour ma camarade, là, c'est ça, en fait. Est-ce qu'à 8 ans, on est suffisamment mature pour distinguer les attirances qu'on peut avoir? En psychologie, à 7 ans, l'enfant découvre sa sexualité. Il découvre qu'il a un vagin ou qu'il a un pénis. Et là, il commence à poser la question par rapport à l'utilité de son sexe. À 8 ans, c'est justement l'âge des complexes. Le complexe d'Édipe, le complexe d'Électre, c'est cet âge-là. Or, à cet âge, je n'avais pas ce complexe d'Électre-là. C'est-à-dire que je n'étais pas jalouse de ma mère parce qu'elle allait avec mon père. Non, au contraire, j'étais jalouse de mon père. C'est-à-dire que mon père, par moments, il m'énervait parce que ma maman, j'étais toujours entre ses jambes à la cuisine. Et puis, j'étais très maladive. Ce qui fait que j'étais le chouchou de la maison. Et que quand maman rentre, malgré mes 8 ans, elle me porte dans ses bras. Elle me fait plein de bisous. Et là, c'est le meilleur moment de la journée que je peux avoir. Je n'avais pas encore mis un nom dessus. C'est à 15 ans que j'ai compris que ça, c'était les prémices de ma sexualité. D'accord. Et donc aujourd'hui, quels sont à peu près les rapports que tu entretiens avec la communauté LGBT? Je pense qu'il y a une communauté LGBT au Cameroun. Et quels sont tes rapports avec cette communauté? Je suis sympathisante. D'accord. Ouvertement sympathisante? Je suis sympathisante, je ne suis pas adhérente. D'accord. Sympathisante. Explicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu l'opportunité de faire des études qui portent sur la psychologie. Et par moment, je suis consultante dans ces associations-là. Donc, on va dire que je fais partie intégrante de ces associations. D'accord. Donc, tu as un rôle assez important. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu vois comment l'homosexualité est abordée dans les médias camerounais, quel rôle, la façon dont ils ont abordé cette homosexualité a joué dans ton acceptation, en fait, ton acceptation en tant que femme gay? Si j'avais qu'évolué au Cameroun, dans l'environnement médiatique du Cameroun, il y a longtemps que je ne serais plus de ce monde. Parce que voilà des gens qui passent leur temps à traiter l'homosexualité, des pratiques sectaires, des pratiques magico-anales. Et en longueur de journée, on vous matraque le cerveau avec l'affaire là, c'est le diable. Alors, toi qui n'as vécu qu'au Cameroun directement, tu te sens un diable. C'est un environnement qui ne fait que
pourrir la situation des homosexuels. Ça, il faut le dire. Et mettre même un doigt dessus. J'accuse les médias de pourrir la mentalité des innocents. La plupart ne savent même pas ce qui leur arrive. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça. Mais ils le sont. Au lieu d'être tampon contre ces gens et la société, vous passez le temps à dire non, c'est des sectes magico-anales, c'est le diable, c'est des trucs pour tirer la chance des gens. Tu n'écoutes que la presse, mais c'est des gens qui pourraient même brûler sur un bûcher comme Jeanne d'Arc. Voilà, c'est énervant. Ça m'a énervé, ça m'énerve jusqu'aujourd'hui. Les médias au Cameroun traitent ou associent l'homosexualité à des pratiques magico-anales et sorcellerie et prise de chance et tout ce que ça comporte. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels le traitement de l'homosexualité par les médias a été favorable à ton acceptation de soi? Oui. Il y a des pays comme ça, comme la Belgique, où j'ai passé presque une dizaine d'années. Vers la fin de mon adolescence, je suis allée en Belgique. C'est où j'ai eu mes premières relations sexuelles. Quelle était la particularité de ce traitement dans ces médias-là? Du traitement? Tu vis dans un pays où c'est banalisé, où c'est des gens normaux, où c'est ouvert, c'est libre, c'est free. Et les médias, c'est normal, ce n'est même pas un sujet de discussion. C'est ce qui est anormal, c'est qu'on les agresse. Et c'est totalement l'inverse du Cameroun, en fait. Totalement. C'est-à-dire que, Dieu. Est-ce que tu ne penses pas que ce traitement est favorisé par le comportement de certains dans la communauté? Vous savez, la presse doit être le miroir de nos comportements, l'observatoire de nos attitudes. C'est ce qu'on nous a toujours appris à l'école. La presse, elle est là pour jouer le rôle tampon dans une civilisation. La presse n'accuse pas. La presse ne justifie pas. Or, c'est ça au Cameroun. La presse accuse, la presse accule, la presse diabolise. Ce qui fait en sorte qu'aucune personne, aucun journaliste n'a la présence d'esprit d'explorer le côté psychologique des gays. Personne d'entre eux. Ce qui est le contraire en Europe et dans d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où quand il y a un débat sur l'homosexualité, il y a quand même des journalistes qui prennent sur eux de dire « Non, ce sont des humains. Essayons de comprendre ce qui les anime. » Mais ici, non, c'est un sorcier. Lui-même, là, on doit le tuer en prison. Comment faire à ce que le débat passe de diabolisation à « ce sont des personnes comme nous » ? C'est les hommes de médias, c'est les hommes de pouvoir. Si on avait autour de nous des journalistes qui prennent sur eux de déclarer haut et fort, écoutez, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vrai. Je suis un homme de bon goût, c'est vrai. Je suis gay. Si un l'avait fait, deux l'avaient fait, je vous assure que ça aurait changé la vision de la masse par rapport à la cause homosexuelle. Mais tout le monde se cache. Pour faire avancer la cause, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui sortent de leur placard et qui humanisent un peu la diabolisation. Qui humanisent ce que toute la masse pense diabolique. Je pense qu'il faudrait l'implication des voix plus écouter les politiques, les hommes de médias, les artistes. C'est tout. D'accord. En France, on a légalisé le mariage pour tous. Et je voulais savoir ce que tu en penses, Samy. Je veux dire, est-ce que si tu avais la possibilité aujourd'hui, au Cameroun, supposons, d'épouser la femme que tu aimes, est-ce que tu le ferais? Dans le contexte environnemental dans lequel je suis aujourd'hui, non. Donc même si demain on dépénalise l'homosexualité au Cameroun et on permet aux couples gays de se marier, non, tu ne le ferais pas? Non, je ne le ferais pas. D'accord, et on peut savoir pourquoi? Parce que je trouve le mariage un peu trop pompeux. Je suis restée dans l'idée de l'intimité. Les grands plaisirs se vivent à l'intimité. Je n'ai pas besoin de crier haut et fort à mon entourage que je vais épouser la femme ici que vous voyez pour être ce que je suis. Non. Et je refuse de faire part de ces attractions populaires. Ça, je refuse. D'accord. Je refuse. Est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus? Et parce que là, tu as donné une vision un peu, une vision un peu romantique du mariage. Mais derrière, l'institution te protège aussi. Et moi, je pense que s'il y a une raison pour laquelle il faut se marier, c'est il faut penser, dans le cas où je ne suis plus là, demain, qu'est-ce que mon partenaire ou mon conjoint devient?
à quoi il aura droit, en gros. Parce que, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, s'il n'y a rien eu de signé, par exemple, et que demain, il arrive quelque chose, voilà, et ta partenaire se retrouve seule, qu'est-ce qu'elle devient? Je veux dire, ça veut dire qu'elle n'a droit à rien, en gros. Enfin, parce que quelque part aussi, le mariage, ça nous protège. Je veux dire, en termes de loi, voilà. Je ne sais pas si tu vois un peu le sens de ma question. Non, je comprends ta question. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, je dis ça parce que ça m'a fait penser à un film que j'ai regardé et il y avait une femme qui était policière et elle sortait avec une autre femme et elle était atteinte d'un cancer, elle devait mourir et tout et elle se demandait mais si je meurs, est-ce que ma pension revient à qui? Et il y avait un vrai débat parce que elle n'était pas mariée, donc du coup sa partenaire restait sans rien, elle avait droit à rien. Donc ça je sais pas si tu vois, c'est un peu problématique, on est d'accord là? Alors, c'est problématique pour ceux qui ne veulent pas s'informer, ma chérie. Le législateur ou bien les législateurs de nos pays ont pensé à tout. En France, d'ailleurs, vous avez eu le pacte qui accordait les droits après. Mais pas les mêmes, pas exactement les mêmes, mais bon. Non, pas exactement les mêmes, mais c'est déjà une solution. C'est déjà une alternative. Vous avez les contrats notariés. D'ailleurs, même, en Afrique, dans le contexte où je suis, rien ne garantit que la veuve que tu vas laisser profitera de tes biens. On a des familles phagocyteuses. On a des familles, c'est le mboma qui est dans le ventre. Ils ont le mboma, la sorcellerie. Et ça, je te parle de couple hétéro, hein. Combien de fois les couples gays? Non, mais immédiatement, c'est toi qui as tué ton conjoint. Et là, on va te tuer. Alors que le législateur avait pensé à tout ça avant. Il y a des legs notariés, il y a tout. Il y a toute une batterie de droits et de lois qui accompagnent deux personnes qui veulent réellement se confier autre chose que l'amour. Les biens. Moi, j'ai vécu longtemps avec une femme, 8 ans. On a bâti une entreprise. On n'était pas mariés. Mais tout s'est fait sur la base légale. C'est-à-dire que le jour où j'achète la photocopieuse pour l'entreprise, on note, le notaire signe en cas de dissolution des actions. Moi, j'ai droit à ci, elle a droit à ça. Franchement, dites-moi ce qui est au-dessus de la loi. Je ne pense pas que le mariage, parce que j'aurais épousé X ou Y, que elle est directement droit à mes propriétés une fois après ma mort. Non. Oui, on a des exemples sous la main. Johnny Hallyday. Oui, mais ça, c'est dans un cas où il n'y a rien eu de signé. Moi, je te parle d'un cas où quelque chose arrive soudainement et que vous n'avez pas eu le temps de passer chez le notaire et que, voilà, il y a quand même une loi qui nous protège. Je veux dire, ça, c'est un peu valable partout. Il y a des après, oui, là, il y a des... Oui, ah oui, bah oui. Bon, qui dit prénuptiaux dit qu'alors... Prénuptiaux veut dire qu'il y a alors mariage par la suite. Non. Non, je veux dire, je venais expliquer ma réponse. Il y a des contrats prénuptiaux. Les contrats prénuptiaux, c'est quoi? C'est la même démarche que les actes notariés. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore d'enfants. Utérin. J'ai beaucoup d'enfants, mais je n'en ai pas encore propre à moi. Le jour où je meurs, chacun de mes neveux sait ce qui lui appartient. Et ça, c'est pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Il y a un huissier, il y a un notaire qui a dans ses coffres ce que je donne à tel ou à tel ou à tel. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et attendre que on institue le mariage et être sûr qu'après la mort, on a eu des cas où le mari, ou bien, le conjoint est filou, où il t'épouse, après il donne ses biens à ses neveux, à ses chats et à ses chiens. Toi, la veuve, tu restes là, tu n'as rien. Donc pour toi, le mariage, ce n'est pas indispensable et ça nous protège en rien. Ça nous protège en rien quand on connaît ses droits. Donc en gros, il faut tout le temps, dès qu'il y a un nouveau truc, il faut aller chez le notaire signer des documents pour se protéger quelque part. Oui. Et ça me rappelle un film que j'ai vu. Si ces murs pouvaient parler. C'est l'histoire d'un couple... Un couple de femmes âgées, et il y a une qui décède. Et... Voilà. D'accord. Elle a même eu le temps... Le notaire a eu le temps de venir dire que les biens de la défunte appartiennent au neveu. Un neveu impoli.
Pourquoi de son vivant, elle n'a pas écrit une lettre pour dire que au cas où, parce que la mort ne prévient pas. Quand tu aimes quelqu'un, au premier jour, tu sais que tu l'aimes, tu sais qu'elle sera ta compagne à vie, tu fais des papiers, tu légalises tout. Voilà. Mais dans le cas des pensions alimentaires, bon là je parle toujours des pensions parce que c'est un peu différent, parce que tu peux pas dire à un notaire, moi si je meurs, ma pension revient à qui je veux, parce que la loi dit que la pension revient au conjoint. Donc toi tu ne pourras pas l'inventer, le conjoint. Alors, si vous n'êtes pas marié, cette personne ne pourra jamais toucher ta pension. Donc mais la personne faisait quoi de son vivant pour ne pas travailler aussi? Il y a des couples où il y a une personne qui travaille et l'autre s'occupe de la maison. Ça, c'est leur couple, ce n'est pas moi. C'est leur couple là-bas. C'est leur couple là-bas, ce n'est pas moi. Mais je comprends ton point de vue, hein. Je le comprends parfaitement. Pour toi, voilà, ce n'est pas indispensable pour se protéger. Il faut se protéger. C'est pas indispensable. Il faut aller chez le notaire. Mais qu'en est-il de la dimension symbolique du mariage? Je veux dire que c'est quand même une union entre deux personnes. Donc, du coup, est-ce que tu simplifies? Une union des hommes. Une union des hommes. Est-ce qu'elle est donc intime? Est-ce que cette union... Il y a des mariages où on tire le conjoint par la corde au cou pour l'amener devant l'hôtel. Il y a des mariages où, dans la nuit, la femme a sorti l'âme pour dire que je te jure au nom de Dieu que tu ne me poses pas les mains, tu tires une balle dans la tête. Le gars épouse la fille parce qu'il a peur de mourir. Non, moi, je fais plaisir à ma compagne. Mais c'est ta compagne de le mariage, justement. Mais c'est Marie, non. Je viens au mariage. Alors, il faut peut-être qu'on comprenne. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que tu es plus contre le mariage en lui-même, l'institution du mariage, que le mariage pour tous. Ce n'est même pas seulement le mariage pour tous qui m'énerve. L'institution du mariage même m'énerve. Les amours les plus succulents sont des amours cachés. C'est la mentalité qu'on a quand on est encore dans les 20, la vingtaine. Mais je veux dire, à 40 ans, tu aspires quand même à te poser ou pas? Bah oui. Me poser, c'est pas me marier. Me poser, c'est trouver une femme qui accompagnera mes vieux jours. Le mariage, c'est une option. C'est une option qui peut être soustraite à mes équations. Et elle est déjà soustraite. D'accord. Ma pension de défunt, quand moi je travaille, tu faisais quoi? Supposons la personne avec laquelle tu vis, pour des raisons quelconques, elle n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Donc, tu veux dire qu'à ton décès, tu vas lui dire, écoute, c'était bien, hein? J'étais bien, on était bien tant qu'on était vivant, et puis voilà, chacun se cherche. Le boulot n'est pas que physique, hein? Elle peut travailler avec son cerveau de la maison. Je l'ai fait pendant des années, Gaëlle. Je te rappelle que je sors d'une longue infirmité où j'étais même incapable d'aligner deux mots qui se ressemblaient. J'ai travaillé tout ce temps sans bénéficier d'une quelconque pension d'une conjointe, etc. Donc pour toi, il faudrait que chacun des époux, que chacun soit indépendant, c'est ça? Je veux dire, le monde devrait cultiver une indépendance matérielle et financière. On se lie par rapport à quelqu'un avec les émotions, avec la chair, et non avec le compte en banque de la personne. Ça, c'est ma conception des choses. Et une fois, j'ai même dit, et ça, je vais le redire aujourd'hui, que si je sais exactement le jour où je vais mourir, ma compagne avec qui je serai, je lui dis, comme tu vois, elle va mourir dans 3 mois là, non? Je dis oui. Voilà 1 million, hein, c'est pour toi là-bas. Donc après, n'attends rien, hein. C'est fini. D'accord, donc prendre les mesures tant qu'on est vivant. Chacun doit prendre ses dispositions quand il est encore vivant. Ok, d'accord. Okay. Parce que la mort ne sonne pas. La mort ne frappe pas à une porte pour dire, me voici, je suis en train de venir. Encore que, il y a des astérisques dans le contrat de mariage qui peut dégager la femme de toute charge du défunt. Si j'ai signé bien séparé avec ma femme, elle bénéficie de quoi? De rien. Même pas ma pension. Je vous dis de rien. Ma pension revient à mes parents s'ils sont encore en vie. Et bon, là, on partait du principe qu'évidemment, c'était pas des biens séparés. C'est pour ça. Chacun. C'était dans le cas, c'était des communautés des biens communs. Mais bon, c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Si c'est bien séparé, effectivement, on n'a droit à rien. Voilà, je vous parle de moi. Je vous dis que non, mais c'est bien. Au moins, c'est propre à toi, oui. Voilà, ma compagne. Ma fille, si elle vend le charbon, je vends le bois.
Anyways, passons dessus parce on va pas s'éterniser. Il y a encore pas mal de choses à revoir. Tu as vécu au Cameroun, tu as vécu au Sénégal, tu as vécu en Belgique. Mais j'aimerais revenir sur deux pays particulièrement. Ce que l'artiste musicienne Lady Ponce appelle frères jumeaux, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. S'il fallait comparer la perception de l'homosexualité dans ces deux pays, qu'est-ce que tu dirais? Quand je parle de la Côte d'Ivoire en tant qu'homosexuel, aujourd'hui, j'ai toujours les larmes aux yeux. C'est un pays qui a déjà affranchi cette question. Elle a libéralisé ça dans les mœurs. Oui, nous sommes deux pays qui avons le même dynamisme économique, pratiquement le même dynamisme de population. Mais la Côte d'Ivoire a un plus sur nous par rapport à l'acceptation de la chose homosexuelle parce que il y a un grand taux de pénétration étrangère en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, parmi les pays francophones, c'est le premier pays qui a le plus d'étrangers sur son sol. Ce qui fait que la mosaïque de population là crée un dynamisme d'acceptation de la chose. En ville, tu marches avec ta compagne, vous vous tenez par la main. La personne qui va dire que l'allée est là, c'est pas une façon de se moquer de vous, hein. Non, elle est seulement en train de dire à ses copines du Congo ça que voilà deux lélés qui passent. Ça va. Au Cameroun, eh Dieu. Moi, essayer ça ici, je ne peux pas. J'ai une longue vie à vivre. Hein. D'accord. Il ne reste que la dépénalisation de la chose en Côte d'Ivoire, dans la Constitution. C'est la seule chose qui reste. Il y a des gay pride. Vous imaginez un scénario pareil au Cameroun? Alors, moi, j'avais une question. Bon, après, c'est peut-être pas ton cas. Je ne sais pas quelle est ta relation avec tes parents. Est-ce que tu subviens à leurs besoins ou pas? Mais qu'est-ce que tu penses des relations parents-enfants lorsque l'enfant est homosexuel et qui subvient aux besoins de la famille? Est-ce qu'ils sont plus conciliants vis-à-vis de ça? Ou plus tolérants? Ou pas? Dans le contexte africain, ou plus particulièrement camerounais, l'argent, un cap, money, ça pèse le rocher. C'est-à-dire que la société africaine a tellement capitalisé son entourage qu'on ne pense qu'à l'argent quand un problème se pose ou une solution tombe. Ce qui fait que, et ça je l'ai vécu plus d'une fois, quand quelqu'un a son argent, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a son petit jeton, il dirige la famille. Qu'il soit gay, lélé, trans, tout ce que vous voulez, tant qu'il donne de l'argent, ça passe, ça va. Et ce n'est pas 100%. Il y a des familles qui sont intransigeantes. Pierre précieuse, diamant, sa fille, c'est ton petit dada, ils s'en foutent. Hein. Tu es lélé, tu as le démon. Tu sors de leur vie. Mais elles sont peu ces familles-là. La majeure partie, c'est que, bon, comme tu es lélé là même, non. Est-ce qu'on va alors changer ton cœur? N'est-ce pas, tu as choisi ta chose? Vie, c'est le banc caché. Ne nous salis pas le nom de famille au quartier. Tu fais ce que tu fais. Tant que tu fais bouillir la popote, ça va. L'une des choses qui revient le plus souvent quand on parle d'orientation sexuelle, en tout cas de mon point de vue, il y a beaucoup de santé mentale qui rentre en jeu. Parce qu'il y a toutes ces dynamiques-là qu'il faut gérer, la famille, les amis, les proches. Ce n'est pas du tout facile à naviguer. Donc, est-ce que ça t'arrive de penser à ta santé mentale? Si oui, comment est-ce que tu navigues cet aspect de ta vie? Personne n'aimerait vivre en prison. Personne n'aimerait vivre quelque chose de beau et il n'arrive pas à l'exprimer. Ça crée un traumatisme personnel. Dans mon cas, il m'est arrivé de craquer. Il y a des jours où je me lève et je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Si j'avais pu changer d'orientation sexuelle, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas le faire. Donc, du coup, comment tu gères ça? Est-ce que tu vas consulter un psy? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vois tout le temps? Est-ce que c'est à des amis que tu parles? Comment tu gères ta santé mentale? Je suis une mosaïque de culture. Dans le contexte africain, je n'ai pas besoin de psy parce que dans les associations, il y a des cellules d'écoute qui sont justement là pour canaliser ce trop plein d'émotions ou cette défaillance émotive des gens aux orientations sexuelles diverses. Par contre, en Europe, j'en ai eu pour pouvoir me décharger et accepter le fait de vivre encore et peut-être toujours dans ma prison. Et il m'a fallu trop de travail
trop d'efforts pour pouvoir définitivement accepter que je suis en prison. Je vais aimer, je vais même adorer. J'aurais aimé célébrer les femmes que j'ai aimées, mais c'est impossible parce que mon contexte familial et traditionnel me l'interdit. Oui, non, mais je veux dire, ça doit être dur psychologiquement. C'est très difficile. Je trouve que c'est hyper difficile, parce que d'être un peu tourmenté quelque part. Je veux dire, un peu psychologiquement, c'est hyper difficile. C'est lourd à porter comme croix. C'est très difficile de ne pas pouvoir réinviter sa copine à un brunch familial, de ne pas pouvoir crier haut et fort que j'aime cette femme, avoir des petites querelles avec ta petite et de raconter, comme les hétéros le font. Écoute, hier, ma petite m'a fait ci, elle m'a fait ça. Non, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que les homos se regroupent de plus en plus en Afrique pour pouvoir échanger. Donc, du coup, parce que la parole libère. Ta gestion de ta santé mentale, c'est à travers les associations et les cellules d'écoute et les groupes pour lesquels, que tu disais en début d'émission. Surtout mes amis. OK. Le meilleur support que je peux avoir, c'est d'échanger avec mon ami. Quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, on s'appelle, on discute et puis immédiatement, bon, ça va. La vie reprend son cours. Est-ce que tu dirais que c'est la meilleure manière de naviguer sa santé mentale quand on est une personne homosexuelle? Oui, ça m'a sauvé la vie. Il faut toujours avoir quelqu'un qui va même écouter notre silence, qui saura même décrypter notre attitude silencieuse. Il faut toujours avoir cette personne à côté de soi. OK. Et une personne volontaire qui ne te juge pas et qui, à la limite des choses, peut même arriver à te châtier quand il le faut. OK. J'avais une question pour Samy. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple? Et si oui, est-ce que tu souhaiterais avoir des enfants avec cette personne? En gros, fonder une famille. Je ne suis pas en couple et ça me bousille un peu la vie. Mais si j'étais en couple, oui, j'aimerais avoir des enfants avec cette personne. Ça te bousille la vie dans quel sens? Dans le sens où je dépends émotionnellement de ma compagne. Ça, je le sais. J'ai accepté ça. Ça dit que quand je suis en couple, c'est peut-être une impression, mais c'est vrai chez moi, tout va. Ça va, tout passe, même le boulot, tout. J'ai l'impression de voguer sur un nuage. Par contre, quand je suis seule, comme en ce moment, c'est comme si le monde s'arrête. Vous voyez? Parce que ma compagne, justement, elle doit être ma meilleure amie. Elle doit être ma sœur. Elle doit être même à la limite mon ennemie. C'est-à-dire que celle qui décoche les flèches contre moi sans avoir peur de me blesser quand il le faut. Alors, trouver cette personne n'est pas aisé. Mais si j'en trouve, je ferai des enfants avec elle. Est-ce que tu feras appel à un ami ou est-ce que tu passeras par une banque de sperme? Quelle que soit ta réponse, si tu pouvais nous dire pourquoi ce choix, ce serait bien. J'aurais pu dire, pour contenter peut-être les appréhensions sociales de ma personne, je passerai par une fille, père inconnu. Mais je connais la valeur de la présence d'un père dans la vie d'un enfant. Je connais la force de l'équilibre que donne un père dans la vie d'un enfant. Et si c'est possible, dans l'extrême mesure, je choisirai un homme qui sera là pour son enfant. Parce que on a beau être ce qu'on est, le monde ou la nature a ses lois. Il ne faut pas piétiner ces lois-là. Un enfant a besoin d'équilibre parental. Et l'équilibre parental passe par la présence ou l'autorité d'un homme dans sa vie. Et donc, du coup, comment tu l'intégrerais à la vie de l'enfant si vous êtes à deux avec ta compagne et que cet enfant a un père? Est-ce qu'il aura une présence physique? Est-ce qu'il va avoir le droit de voir cet enfant, de le voir grandir? Quelle sera sa place exacte? Il aura un droit de consultation, c'est tout. Aux gens qui me sont proches et qui m'aiment et que j'aime, je ne fais pas de secret avec eux. Tu vois, si j'ai mon enfant, quand il a l'âge de comprendre, je vais lui dire, écoute bébé,
tu as dû comprendre telle expression, telle. Oui, je le suis. Je suis homosexuel. La tata que tu vois, c'est ma compagne. Voilà, ton père, oui, c'est ton père, mais nous ne sommes pas en couple. Mais tu veux qu'il soit présent dans la vie de l'enfant, tu veux qu'il participe à l'éducation de l'enfant, si je comprends bien. Ne serait-ce que la présence morale. Il peut ne pas être là physiquement, mais que l'enfant sache que quelque part, j'ai un père. Est-ce que ça veut dire que deux femmes ne peuvent pas élever un enfant? Deux femmes élèvent un enfant. Mais il y a cet aspect psychologique de manque que l'enfant ressent. Vous voyez, à l'école primaire, quand les enfants sont en train de rigoler, il y a un enfant qui est toujours là en train de dire « La chaussure, c'est mon papa qui me l'a offert. Toi qui n'as pas de papa, tu te sens frustré. Tu arrives à la maison, tu agresses ta pauvre mère. Maman, où est mon papa? Je ne veux pas que cela arrive à mon enfant. Je refuse que mon enfant vive des frustrations dues à un certain manque d'autorité parentale. Je ne dis pas que deux femmes ne peuvent pas élever un enfant. D'ailleurs, j'ai un enfant actuellement avec moi qui se sent très bien quand mes amis viennent à la maison. Mais cet enfant a un certain manque. Parce que quand il commence à appeler tout le monde, toute la gente masculine, papa, je ne juge pas la capacité des autres. Là, je suis en train de parler du moi personnel. J'ai vécu ça et je refuse que mon enfant vive ça. Si tu es en Europe, tu te sentirais à l'aise? En Europe, les données sont différentes. L'environnement oriente l'enfant dès le bas âge à accepter le fait qu'il puisse avoir des familles hors normes sociétales, telles que prévues avant le mariage pour tous. Il y a des enfants qui ont deux mères, c'est normal, qui ont trois pères, c'est normal, des parents qui vivent le polyamour, c'est normal. Mais dans le contexte africain, c'est anormal. C'est même bizarre. La prochaine question, c'est par rapport à la religion, Samy. C'est de savoir quel est ton rapport à la religion et est-ce que pour toi, on peut être une personne queer et une personne attachée à la religion, tout simplement? Dieu a quoi contre les queers? Vu qu'on nous dit que la religion, c'est Dieu, Dieu a quoi contre les queers? Il n'y a rien contre les queers. Il y a Dieu et puis il y a l'homme. Le fait d'être homosexuel, c'est mon caractère homme. Maintenant, Dieu, c'est Dieu. Voilà, donc ça n'a aucun... Je vais dire que ça n'a aucune convergence. Non, c'est deux points divergents. C'est-à-dire, je suis gay et croyante. D'accord. Et pratiquant? Je ne suis pas gay. Oui. D'accord. C'est l'islam, c'est ça? Bien sûr, je suis musulmane. D'accord. Et est-ce qu'un jour, tu songes à sortir vraiment entièrement du placard et dans quelles conditions? Je vais sortir du placard un jour, ça c'est sûr. La condition, ce sera que je trouve celle qui va m'épauler pour le faire. Et excuse-moi, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une relation de 8 ans avec une femme. C'était quand tu étais en Belgique ou tu étais au Cameroun? J'étais en Belgique. Au Cameroun, ça fait pas un an que je suis revenue. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas. D'accord. Et pendant cette relation de 8 ans, est-ce que tu n'as pas vu en cette femme celle qui allait t'épauler? Ah, cette femme. Déjà, c'était ma première relation. Et elle m'a épaulée au mieux qu'elle pouvait. Et puis, j'ai grandi. Et l'instinct... oh là là. L'instinct de chasseur a pris le dessus. D'accord. Est-ce que tu te considères comme une sorte de dangereux féminin qui avait besoin d'avoir plusieurs copines et c'est à cause de ça que cette relation n'a pas abouti? Non, c'est pas à cause de ça, mais pour ma part, je pense que chacun de nous a vécu une certaine puberté homosexuelle. Cette envie de découvrir son sexe. Je te comprends. Oui, chacun de nous a vécu cette puberté homosexuelle, l'envie de découvrir encore, mais des choses différentes. On se dit, avec tel, c'était bien, mais est-ce qu'avec l'autre là, ce n'est pas différent?
D'accord, Mais est-ce qu'avec elle-là, ce n'est pas différent? Voilà. Et je suis passée par là comme bon nombre d'entre nous. Je pense qu'on devrait sortir du placard pour soi. Enfin, déjà, c'est la voie à soi et à ses proches. Ce que je pense que tu as fait. Pour moi, personnellement, je n'aimerais pas associer ma sortie du placard à quelqu'un parce que si la personne n'est plus là demain, est-ce que ça veut dire que tes bases sont totalement foutues? Puisque c'est la personne sur laquelle tu t'es appuyé pour sortir ou pour dévoiler à tes proches. Donc, du coup, si cette personne-là, supposons aujourd'hui tu sors du placard avec elle, elle est d'accord, oui, bébé, toi et moi, c'est la vie, machin. Et demain, elle te dit, voilà, je ne veux plus être avec toi. Est-ce que tu ne penses pas que ton... Oui, mais je veux dire que ton équilibre est précaire. Si tu le... Si déséquilibre, dès qu'elle le dit, donc c'est bon, j'assume mon déséquilibre. Il donne la rate à elle. D'accord. Donc pour toi, si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te supporter te soutenir dans ce process-là, tu ne le feras pas. Oui, Gaëlle, si vous permettez que je vous explique pourquoi je le dis, ce sera un délabrement social autour de moi. Ça va créer une onde de choc tellement large que ça va secouer pratiquement toute la famille. Et j'ai un nom familial de prestige. Et tel que je suis, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Toujours, tout le temps. Que ce soit ma meilleure amie, mon frère, que ce soit ma compagne. J'ai toujours besoin de l'une d'entre ces personnes à côté de moi. Alors, quand je vais faire mon coming out, un coming out officiel, parce que je suis sûre que ça se dit sous cap, on va me jeter toutes les pierres du monde. Et j'ai énormément besoin des miens. Donc, quand je sais que je vais soulever un problème qui va me détacher des miens, j'ai au moins besoin des seins d'une femme. Hey, des bras d'une femme, sorry. L'un n'empêche pas l'autre. Faut me faire oublier le goût des seins de ma mère, vu qu'elle m'aura banni. Tu t'attends forcément à la réjection? Ils vont me rejeter, Gaëlle. Ils vont me rejeter. Ça, on parle de qui? De la famille nucléaire? Oui, la famille en général. Non, la famille stricte, la famille nucléaire ou vraiment la famille élargie? Les frères et sœurs? Oui, il faut noter que chez nous, la famille nucléaire, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Même le cousin, c'est ton frère de sang. Voilà. Donc, mon coming out, je vais le faire. J'attends d'être dans des dispositions presque idéales parce que l'idéal est subjectif. Où et comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, waouh! J'ai passé des moments tellement difficiles dans ma vie que j'ai éliminé pratiquement le logiciel long projet de ma tête. Donc 10 ans, c'est trop long pour moi. Je ne me vois pas dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est flou. Je ne veux même pas me voir dans 10 ans. Mais dans 5 ans, par exemple, si le ciel est clément et qu'il continue à m'octroyer ses faveurs, je me vois avec une belle femme, un sourire angélique que je vais charrier en longueur de journée. Je vais parfois s'énerver, mais après la confiance, je suis comme ça, je suis taquine. Élevons nos enfants à deux, travaillant aussi à deux parce que j'aime le travail conjoint. J'aime un certain partage d'expérience du côté professionnel. 1 ou 2 enfants, le chez moi. Et si c'est à 7 heures, au balcon de la chambre, en train d'admirer la vue. Voilà. Quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays, Samy? Responsabilité, éducation et information. Wow. Un peuple qui connaît ses droits, assume ses devoirs aisément. Un peuple qui s'informe. L'information, c'est le pouvoir. Un peuple qui s'éduque est maître de ses aspirations et peut contrôler son futur. Le reste, ça dépend des aptitudes personnelles de tout un chacun. Mais pour ma communauté, je souhaite qu'on soit plus éduqué, plus informé et plus responsable. Thank you very much. Mais merci à toi. On va passer à cette partie, c'est ma partie favorite parce que ça nous permet d'élargir nos cultures et nos connaissances sur notre communauté. Il s'agit du portrait chinois gay. Donc, je te pose une question et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit.
Si je te dis un personnage historique queer, tu me réponds? Edgar Hoover. Un héros ou une héroïne queer? Charlize Theron. Ok. Un auteur ou une auteure queer? Paula Dumont. Le plat, il sera pas queer, mais si tu as un plat ou un mets favori? En règle générale, je mange un peu de tout. J'ai pas de plat favori. D'accord. Je mange Un animal. de tout. Un animal, je déteste les animaux. Ok. Un hobby? La lecture. Une phobie? La souris. Une série queer? J'en ai tellement regardé que sur le coup, Verboten Liebe. Ok. Un film queer? Il y a Si les murs pouvaient parler, qui m'a énormément touchée. Et il y a La femme en moi. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a pas posée? Comment je vis mon célibat? Comment tu vis ton célibat du coup? C'est dur. Et ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ouh là là, ça fait pratiquement 3 ans. Hein? Qu'est-ce qui est difficile? C'est le fait de trouver la bonne personne. Se mettre en couple sous-entend trouver celle qui te complète. Et c'est difficile. Soit c'est parce que je suis difficile, soit c'est parce que le monde est devenu difficile. Je ne sais pas. Et du coup, je suis un peu devenue résiliente malgré moi. C'est bon? Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour partager ton expérience avec nous, Samy. J'espère que ça a été un plaisir. Non, mais je voudrais juste remercier Samy pour l'interview. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et voilà, je te dis un merci. Ah, ça fait déjà beaucoup de merci. Merci pour ton merci, ma fille. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.